Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Welcome back, Larry. Welcome. Merci beaucoup. Belle chemise. Très bon choix de chemise aujourd'hui. We were talking about something so important before coming to this live. Nous parlions, avant de passer à ce direct, de quelque chose de très important, le nouveau reportage du Guardian, selon lequel les marins à bord de l'USS Abraham Lincoln traversent une crise de santé mentale, certains ayant tenté de sauter. C'est ce qui a été rapporté. Au total, ils sont en mer dans ces conditions depuis plus de 9 mois. Quelle est votre compréhension de la situation? Et vous vouliez ajouter autre chose qui n'était pas mentionné dans ce reportage. Allez-y. Which was not mentioned in this report. Go ahead. Yeah, so let me read you this. I received it this Alors, morning laissez-moi vous lire ceci. from Je l'ai reçu ce matin d'un ami à moi, un officier militaire à la retraite, un officier de l'armée de terre. Il réagissait à l'article du Guardian et il a dit, je cite, « Et enfin, la vérité. » Ça circule beaucoup en référence à cet article du Guardian. Si le Lincoln compte 5000 personnes à bord et qu'elles n'ont pas vu la Terre depuis 38 semaines, elles meurent de faim, aucun colis, le café est rationné, elles attendent de mourir sous un missile hypersonique iranien. Ils disent que le chiffre est de 6 tentatives, près d'1 an en mer, sans voir la Terre, etc. Le vrai nombre de tentatives est probablement de 30 ou 60. Lors d'une opération normale sur un porte-avions, il y a davantage de tentatives de suicide. C'est simplement normal, un effet des statistiques. C'est avant d'être envoyé à la mort dans le cadre d'une mission purement politique par quelqu'un qui déteste ouvertement les militaires et qui les considère comme des faibles parce qu'ils sont blessés ou meurent au combat. Je parle de Donald Trump. 6 tentatives, ça paraît beaucoup, mais ce chiffre est très très largement trop faible. En tant qu'officier, comme eux, j'ai dû mener plusieurs enquêtes de commandement au titre de l'Army Regulation 15-6 sur des soldats qui se sont suicidés. Tous les officiers l'ont fait. C'est tristement une fonction normale. Le suicide, lui aussi, est une réalité très présente, avec un nombre stable, et c'est pour ça que vous le voyez. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend la première nuit de leur retour, chez eux ou ailleurs, et ils ont du temps à passer seuls, à y penser. Seuls, sans rien pour vous distraire, à part vos amis Jim et Jack. Je parle des whisky Jim Beam et Jack Daniels. Saviez-vous que, sur tous les navires de la marine, ils organisent des patrouilles mobiles appelées gardes incendie? Ce terme est devenu une appellation générale dans toutes les armées. Cela désigne un roulement de surveillance du périmètre pour s'assurer qu'il n'y a pas, je cite, d'incendie. Mais on ne parle pas d'incendie. Cette garde est là pour empêcher les gens d'essayer de se suicider sur place, un peu comme dans les usines de téléphone en Chine. La garde incendie, fin de citation, existe encore aujourd'hui. Lors de l'instruction de base dans l'armée de terre, quand vous partez sur le terrain, en exercice ou en déploiement, cela n'a rien à voir avec un incendie. Le suicide fait partie du quotidien dans l'armée. Voici un autre exemple tiré de mon expérience personnelle. Dans les grandes unités, comme la 82e division aéroportée ou la 101e division aéroportée, si l'unité passe 82 ou 101 jours sans conduite sous l'emprise de l'alcool, tout le monde obtient un week-end de 4 jours. Eh bien, il ne tenait jamais plus de 3 semaines sans que quelqu'un soit arrêté pour conduite en état d'ivresse, régulièrement. Alors, ils ont dû changer le critère et prendre les suicides. Tout le monde aurait un long week-end si on arrivait à 4,22 jours sans suicide dans notre propre unité. Devinez combien on a eu de jours de repos? Aucun. Alors on a dû changer le critère encore une fois. Honnêtement, je crois que c'était les drogues. On est peut-être arrivé à 82 jours sans que quelqu'un soit pris et inculpé pour usage de drogue dans la caserne,
ou quelque chose comme ça. Mais on n'arrivait pas à tenir 4,22 jours sans conduite en état d'ivresse ou sans suicide. J'ai servi pendant 24 ans avec un trouble de stress post-traumatique lié au fait d'avoir tué des gens. Et après, avec ce trouble, il y a eu les divorces, quelques tentatives de suicide un peu floues, surtout en faisant du surf sur de grosses vagues à Hawaï, quand on ne s'attend pas vraiment à revenir sur la côte. Certes, j'étais militaire du rang lors de l'invasion de l'Irak en 2003, mais ensuite j'ai intégré West Point, puis j'ai entamé une carrière complète et réussie comme officier dans l'armée américaine, avec d'autres déploiements au combat. Comme je l'ai dit auparavant, je suis le président de promotion de ma classe de West Point, et je le suis depuis plusieurs années. Enfin voilà. J'ai donc les chiffres depuis le premier jour à West Point jusqu'à aujourd'hui. Le suicide à West Point est très fréquent. La méthode privilégiée, puisque tout le monde est en assez bonne forme et court beaucoup, c'est de courir jusqu'au pont de Bear Mountain et de sauter. Au moins 5 personnes se sont suicidées, je crois, pendant que j'y étais. Et gardez à l'esprit que pour l'essentiel, on peut simplement démissionner et rentrer chez soi. Ensuite, nous en perdons certains au combat, en particulier entre 2009 et 2012, quand tout s'est de nouveau intensifié après le surge et ainsi de suite. Mais nous en avons perdu bien davantage par suicide, alors qu'ils étaient officiers et avaient une famille. Vous savez quelle est l'une des décisions les plus réjouissantes que j'ai à prendre en tant que président de promotion? Où placer les noms et dans quelle catégorie les classer? Nous avons 3 catégories différentes de camarades décédés. Au combat, suicide ou blessure hors combat. Je dois écouter et gérer chacune des familles de mes camarades décédés quand elles se disputent sur la question de savoir si leur nom doit figurer sur la liste des morts au combat, s'ils se sont suicidés pendant un déploiement en zone de combat, peu après leur retour, ou de nombreuses années plus tard. Vous pouvez imaginer à quel point ces conversations sont chargées d'émotions. Donc 6 tentatives de suicide sur 5000, dans une carrière qui est un véritable foyer de rage, de frustration et d'attente de la mort à cause d'un président aux cheveux orange. Multipliez ce chiffre par 5 au minimum. À la fin, ils en viennent simplement à dire aux supérieurs hiérarchiques directs, si votre marin ou votre soldat se suicide, c'est votre faute. Waouh! C'est assez brutal, non? That's pretty raw, isn't it? Oui. Larry, est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, on finira par voir une sorte de mutinerie? It's potential. I mean, the conditions C'est possible. on board these ships are terrible. Enfin, les conditions à bord de ces navires sont terribles. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un échec du commandement qui commence avec Donald Trump, passe par Pete Hegseth et le secrétaire à la marine. Et c'est une tâche sur les amiraux et les capitaines de l'US Navy, ainsi que sur les colonels des marines américains à bord de ces navires, qui laissent cela continuer. Il semble que la stratégie soit une guerre d'usure. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils vont rester là-bas. Ils seront peut-être remplacés par un autre porte-avions. Je ne sais pas. Au moins 3 d'entre eux sont sur place, si je ne me trompe pas, Larry. Il y a l'Abraham Lincoln, oui? Oui. Et 2 autres porte-avions restent à proximité du golfe Persique. Et aujourd'hui, nous avons appris, par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain en Israël, que la politique de Donald Trump consiste en substance à poursuivre cette guerre d'usure, à mettre l'Iran en faillite. Voici ce qu'il a dit. Rester en retrait et affamer ce régime, poursuivre la décimation économique, peut-être ne pas être trop actif militairement et laisser les choses suivre leur cours. Ça pourrait prendre longtemps, non? C'est possible, mais je pense que le président fait clairement le bon choix
en exerçant sur eux une véritable pression économique. Il a prouvé non seulement qu'il était prêt à les bombarder, mais aussi qu'il était prêt à les mettre en faillite. Et si l'on ajoute les deux, les dégâts causés à leur capacité militaire, qui ont été catastrophiques, quoi qu'ils en disent. L'opération menée par les États-Unis et Israël a infligé des dommages considérables. Ils sont plus faibles qu'ils ne l'ont été depuis qu'ils ont pris le contrôle du régime en 1900. Oui. L'autre des absurdités délirantes. Sense. Oui. Nous avons un autre extrait. C'est l'un des commandants iraniens qui parle de leur stratégie. On dirait que les deux camps arrivent au même type de conclusion. L'objectif serait de faire traîner cette guerre, peut-être d'attendre que M. Trump ne soit plus en fonction. Écoutez, nous devons parvenir à une capacité de dissuasion pour que l'ennemi n'ose jamais nous attaquer et que nous puissions vivre en sécurité. Une façon d'y parvenir est de prolonger cette guerre jusqu'au prochain mandat présidentiel et de provoquer une guerre d'usure, afin que quiconque voudrait attaquer l'Iran sache qu'il y a un prix à payer. Cette semaine. Il parle essentiellement d'une guerre d'usure. Les deux camps, la tension diminue. Comment percevez-vous la manière dont les deux camps parlent de la guerre? Well, depends on who you talk to. Eh bien, ça dépend à qui vous parlez. Enfin, regardez. La position de Trump aujourd'hui, c'est que l'Iran est dans une situation économique tellement désespérée que les États-Unis n'ont plus qu'à attendre son effondrement et que l'Iran viendra supplier pour trouver une solution. L'Iran, lui, dit non, tout va bien, nous allons simplement attendre que les États-Unis passent à autre chose. Donc, il ne semble pas y avoir de risque imminent de reprise des attaques et de la violence. C'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, surtout pour les États-Unis, c'est que plus les États-Unis continueront de bloquer le détroit d'Ormuz, car c'est bien ce qu'ils font, en limitant le nombre de navires qui entrent et qui sortent, plus la catastrophe économique mondiale va s'aggraver. Et cela va détruire l'économie américaine. Beaucoup penseront que c'est exagéré, mais c'est vers cela que l'on se dirige. Vous savez, les États-Unis prennent des décisions irrationnelles comme s'ils se fondaient sur des critères économiques. Mais ces critères économiques sont complètement déconnectés de la réalité. Deux exemples. Scott Bessent dit « Oh, on va construire des pipelines. Ces pipelines vont supprimer toute la pression liée au pétrole qui sort du Golfe Persique, et alors l'Iran n'aura plus rien. » Et moi j'écoute ça et je me dis « Bon sang, vous ne lisez donc rien ?» Le Golfe Persique, ce n'est pas uniquement le pétrole. 25% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié vient du Golfe Persique, ou venait de là. 40%, peut-être davantage, de l'approvisionnement mondial en hélium vient du Golfe Persique. 30 à 35% de l'approvisionnement mondial en urée et en soufre, qui sont essentiels aux engrais, viennent du Golfe Persique. Rien de tout cela ne peut être transporté par pipeline. Rien. None of that can be transported via pipeline. None of it. It has to be loaded on ships. Those ships have to sail in. Il faut le charger sur des navires. Ces navires doivent entrer et sortir du détroit d'Ormuz. Et voilà Scott Bessent qui pense que, oh là là, si on construit juste des oléoducs, on aura une solution. Enfin, c'est tellement stupide de dire une chose pareille. Donc vous avez ça. Et puis il y a l'affirmation que Trump répète sans cesse, le détroit d'Ormuz, il est ouvert. Vous pouvez tous entrer et sortir. Pourtant, il suffit d'aller sur vesselfinder.com ou marinetraffic.com. Regardez, vous pouvez voir les navires qui entrent et sortent. Il y en a très 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 peu. Et ceux qui sortent, les États-Unis affirment les empêcher de partir. Donc vous avez ce décalage économique avec la réalité. Et puis le Congrès approuve des fonds. On va balancer des milliards de dollars. We're going to throw billions of dollars. We need more
PAC-3 missiles for our Nous avons besoin de davantage de missiles PAC-3 pour nos systèmes patriotes. Alors voilà, 58, 60 milliards de dollars. Allez-y, construisez, construisez. Le problème, c'est que vous voulez qu'on fabrique des missiles qui doivent avoir certains aimants dans leur cône de nez pour le guidage et la précision. Et la Chine contrôle tous ces aimants. Et elle ne nous les vend pas. Alors comment sommes-nous censés les fabriquer? C'est comme si je disais, « Hé, vous savez, Nima, je vous donnerai 10 000 dollars pour chaque gâteau que vous ferez, mais je vais vous priver de farine, de sucre et d'œufs. Donc vous n'avez ni farine, ni sucre, ni œufs. Mais allez-y, faites un gâteau. Je ne peux pas faire un gâteau sans farine, sans sucre et sans œufs. De quoi vous parlez? Donc encore une fois, c'est un nouvel exemple du décalage des États-Unis avec la réalité, où nous faisons semblant de croire que, oh oui, il suffit simplement de passer une commande. Ils vont construire ces missiles. Non, ils ne vont pas le faire. Et justement, j'ai publié un article l'autre jour, je l'ai vu, enfin l'article c'était, attendez une seconde, c'était celui sur le rêve délirant de Scott Bessent d'un oléoduc pour vaincre l'Iran. Et j'ai reçu un gentil message de Tucker Carlson à ce sujet. Il l'a lu. Oui. Larry, est-ce que vous pensez que la manière dont Scott Bessent et ses gens parlent de la guerre, c'est aussi comme ça qu'ils en parlent à Donald Trump en privé? Ou est-ce que c'est différent? Ils doivent lui fournir davantage d'informations, une vision d'ensemble plus réaliste. Pourquoi le croiriez-vous? Parce que si c'est le cas, c'est la recette d'une catastrophe. Félicitations. Congratulations. You are a good analyst. Yeah, that's the point. Vous êtes un bon analyste. Oui, c'est bien ça le problème. Je pense qu'il lui mente. Je ne sais pas s'il lui mente ou s'il refuse d'écouter. Mais vous savez, le fait que Bessent soit venu dire explicitement « Oh, il suffit de rediriger le pétrole et l'Iran est foutu ». Franchement, déjà, ayez au moins une idée réaliste du temps qu'il faut pour construire des oléoducs. Premièrement. Et puis, bon sang, comprenez exactement ce qui est censé sortir du Golfe Persique et qui n'en sort pas actuellement, ainsi que l'importance cruciale de tout cela pour l'économie mondiale. C'est vraiment considérable et lui fait comme si ça ne l'était pas. Qui dans le premier cercle de Donald Trump sera selon lui la meilleure source d'information sur la poursuite de la guerre? Je dirais Scott Bessent, peut-être Pete Hegseth. Qui d'autre fera partie de ce cercle? Oh, Witkoff, Jared Kushner. Mais vous savez, je sais que J. Vance s'y oppose. Je ne sais pas ce que dit Ratcliffe. Ratcliffe est un serpent. C'est tellement un instrument d'Israël. Mais l'amiral Kane, enfin, le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, je pense qu'il est aligné sur J. Vance. Je ne sais pas pour l'amiral Brad Cooper, le commandant du CENTCOM. Il a envoyé des signaux contradictoires. C'est pas incroyable que vous n'ayez pas mentionné Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Qui? Marco Rubio, le seul homme à avoir occupé ce poste. Qui? Vous avez une photo de lui? On l'a mis sur une brique de lait portée disparue. Oui, il est censé être le conseiller à la sécurité nationale. Il est loin d'être en tête de ce défilé. Vous savez, c'est du genre « Hé les gars, allez-y, je vous rejoins juste derrière. » Oui. Mon Dieu, oui. Comme disait un vieux fermier, aussi inutile que des mamelles sur un verra. Larry, ce commandant iranien, le général Nagdi, c'est bien son nom, Nagdi, est le conseiller militaire du chef des gardiens de la révolution islamique. Pour la première fois, l'interview que je vous ai diffusée
c'est la première fois qu'on le voit interviewé dans un média grand public en Occident. C'était sur PBS News, si je ne me trompe pas. Ils sont allés là-bas, ils ont préparé cette interview. Est-ce dans la politique des gardiens de la solution islamique? Voici ce qu'il a dit à leur sujet. Je veux dire, c'est bien l'homme qu'on a vu tout à l'heure avec la barbe blanche. Exactement. Comment s'appelle-t-il? Naqdi. Naqdi? Naqdi? Naqdi. Oui, Naqdi. Exactement. D'accord, oui. Où les fabriquez-vous? Très profondément sous terre. Nous procédons de différentes manières. Nous avons plusieurs façons de les fabriquer en toute sécurité. Soyez-en assurés. Même si cette guerre dure des années, jusqu'au dernier jour, les missiles iraniens seront tirés. Je vais souligner un point, et il est plus important que les missiles. Si un jour, l'Iran n'a plus aucun missile, c'est à ce moment-là que nous serons encore plus dangereux pour l'Amérique. En quoi seriez-vous plus dangereux? Parce que l'Amérique a des milliers d'intérêts économiques partout dans le monde et qui peuvent tous être facilement détruits. Voilà ce qu'il a dit au sujet des missiles. Il a déclaré que le rythme de production actuel des missiles est supérieur à ce qu'ils en ont utilisé jusqu'à présent. Oui, vous avez vu les marques? Il a les marques sur le front, non? Oui. Le Habibi, ça s'appelle Habibi. The Habibi? Is it called Habibi? Let me see. It's Stratforce Havibowick pour Mosha. Oui, je ne sais pas. I don't know how to. Yeah, so usually when you see Je ne sais pas comment. it's got like a callus or scar. Enfin, d'habitude, quand on voit une callosité, c'est comme une cicatrice. Ça vient de la prière. Oui, exactement. Donc ça veut dire qu'il serait considéré comme particulièrement pieux. Oui, oui, et c'était le cas. Mais il soulignait justement ce point. Et c'est quelque chose que je défends depuis le début. Les villes souterraines, les usines, les sites de stockage de missiles et les sites de lancement de missiles de l'Iran, tout cela a été planifié depuis très longtemps, depuis 23 ans, et ils ont été construits pour résister à des explosions nucléaires. They were built to withstand nuclear blasts. And the United States has never had a good assessment of what's actually underground. Et les États-Unis n'ont jamais eu une bonne évaluation de ce qui se trouve réellement sous terre. Au départ, ils pensaient, enfin remettons les choses en perspective, que l'Iran n'avait que 3000 missiles. Or, même s'il n'en avait que 3000 et qu'ils les tiraient tous, les États-Unis disposaient de moins de 3000 missiles patriotes. Mais pour abattre un missile, il faut tirer 2 patriotes. Cela signifie qu'ils n'auraient pu neutraliser que la moitié de la force de missiles iranienne. Et l'autre moitié. Mais je pense que la force de missiles iranienne dépasse largement les 15 000. I think the Iranian missile force is well in excess of 15,000. This is Larry, compte tenu de l'intensité de la guerre qui a eu lieu, vous savez, au lendemain du 28 février, est-ce que vous voyez un moment, dans un avenir proche, où l'on connaîtra de nouveau une telle intensité de guerre entre les deux camps? Ou est-ce qu'on ne verra plus jamais cela se reproduire? We're not going to see that happening again. Well, I can't rule out that it won't happen again. Eh bien, vous savez, je ne peux pas exclure que cela se reproduise, mais je pense que c'est peu probable. Tout simplement parce que, premièrement, la pénurie dont souffrent les États-Unis est réelle, et elle ne s'améliore pas avec le temps. Ils essayent désormais d'économiser leurs munitions, et se sont convaincus, comme Trump l'a fait dans son dernier message sur Truth Social, qu'il suffit d'attendre que l'Iran s'effondre parce que son économie va s'écrouler. It's just a matter of waiting out Iran because its economy is going to collapse. Yeah, just everything is about the Iranian economy right now. En ce moment, tout tourne autour de l'économie iranienne. But I don't see anything Je like this je ne sais pas comment le dire, mais je ne vois rien de tout ça se produire, même pas avec l'administration Trump.
Ils vont survivre à l'administration Trump, peut-être même à la suivante, s'ils décident de maintenir le statu quo, de continuer comme maintenant. C'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Aujourd'hui, je parlais avec Anthony Aguilar. Il a évoqué un concept très important. Il parlait de DIM. D pour diplomatie, I pour information, M pour militaire. Il y avait d'autres éléments. L'économie en faisait partie. Et ce qui se passe, je l'ai dit à Anthony, lui expliquait comment toutes ces composantes d'une stratégie devaient s'articuler. Or, il n'y a aucune diplomatie en cours. Sous l'administration Biden, vous vous souvenez, il n'était pas vraiment disposé à parler avec les Russes. Aujourd'hui, vous voyez bien que rien ne se passe. Oui, enfin, Yeah, well, the Pakistanis claim Les Pakistanais affirment que des négociations sont en cours, ils parlent avec J.D. Vance et ils parlent avec les Iraniens. Les Iraniens ont très clairement exposé leur position. Écoutez, ce sont des exigences. Ces exigences doivent être satisfaites, sinon, vous savez, il n'y a plus rien à discuter. C'est donc à J.D. Vance de voir s'il peut convaincre Donald Trump d'accepter ou non. À mon avis, il n'y arrivera pas, mais il va essayer. Donc, vous savez, il n'y a pas de solution diplomatique imminente à l'horizon. Et pourtant, il n'y a pas non plus de solution militaire à l'horizon. Alors, vous savez, Trump va attendre que l'Iran s'effondre militairement. Et l'ironie, c'est qu'il faudra une crise financière américaine pour forcer Trump à chercher un accord ou à quitter le Golfe Persique aussi vite que possible. from the Persian Gulf as quickly as possible. Quand ils se demandent si les négociations ou les discussions ont lieu avec J.D. Vance, comment vont-ils considérer la nouvelle position ou la nouvelle initiative des pays du CCG? En gros, ils disent « Nous sommes tout à fait d'accord avec le nouveau mécanisme ». Est-ce que cela va les aider? Ils doivent le faire accepter à la population américaine ou aux partis politiques, je dirais. Auprès de la population, ce serait bien plus facile qu'auprès du système politique. Et comment cela va-t-il se passer? S'ils décident de le faire, vont-ils pouvoir le faire accepter aux élites aux États-Unis? Qui le vendrait aux élites? Je parle de l'hypothèse où J.D. Vance parviendrait à une sorte d'accord avec les Iraniens. Au final, l'Iran et Oman contrôleraient le détroit d'Ormuz et feraient payer un droit de passage. Et alors, vous voyez, je parle de la manière dont J.D. Vance pourrait le faire accepter aux républicains comme aux démocrates. Eh bien, il suffit de le présenter ainsi. Si nous ne faisons pas cela, l'économie mondiale est au bord du précipice, face à une catastrophe planétaire. Il faut rétablir l'ouverture du marché, il faut rouvrir le détroit et essayer de commencer à réparer les dégâts causés à cette infrastructure énergétique et chimique qui s'étend dans tout le Golfe. Vous savez, c'est vraiment le cas. Je ne pense pas que les gens s'en rendent compte. Jusqu'à présent, ils ont été protégés, vous savez, par le recours aux réserves stratégiques de pétrole, par des manipulations de marché, par les soubresauts de la bourse. Tout cela va prendre fin. Parce qu'il y a une réalité physique. La quantité de gazole produite, la quantité de carburant aviation produite. Et il n'y a aucun moyen d'augmenter ces quantités parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de pétrole disponible pour le faire. Donc vous voyez, il y a un problème. Et avec la hausse du prix du gazole, les répercussions vont se propager dans toute l'économie. Le gazole est essentiel à la production alimentaire, aux tracteurs, au transport des denrées alimentaires et des matières premières, depuis les lieux de production jusqu'au point de vente, en gros et au détail. Tout est lié. On ne peut pas isoler ça et faire comme si ce n'était rien. C'est très important. Il y a une déclaration du chef du Conseil de sécurité nationale iranien
Il a dit que si le seul moyen de parvenir à mon avis, il parle de l'architecture de sécurité dans la région. Il parle d'un rapprochement entre l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Pakistan et l'Indonésie. Et selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se produire à long terme, qu'ils se rapprochent? Ce sont tous des pays musulmans. Il a dit que, si les peuples musulmans veulent s'unir, tous ces pays devraient se réunir pour discuter. Yeah. Oui, mais juste pour parler de quoi? To talk about what? Non, il s'agit de la structure de sécurité. Il s'agit, vous savez, de redéfinir tout le concept de l'Asie occidentale, en particulier à mon avis. Et le cas de la Palestine le montre, en gros. Well, Eh bien écoutez, la réalité c'est que commençons par l'organisation MTO, vous savez, l'Arabie saoudite, le Pakistan, la Turquie. Pakistan and Turkey. Sur le front de la MTO, On the Me Too front, Je vais simplement citer les noms des pays, parce que je veux dire l'Iran, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Indonésie. okay. Yeah, that ultimately would be. d'accord, oui, au final ce serait, vous savez, au moins sur le papier, une organisation importante. Mais ensuite, il faut les organiser pour qu'ils puissent fonctionner comme une force militaire intégrée, quelle qu'elle soit. Je veux dire, il faudrait vraiment des années d'exercice, rien que pour leur apprendre à avoir une certaine interopérabilité. Oui, parce qu'il n'y a pas de langue commune entre l'arabe, le turc, le farsi, et vous savez, en Indonésie, je crois. Je sais qu'ils parlent anglais, mais je pense qu'il y a aussi... J'ai oublié laquelle. I know they speak English, but I think there's also I forget what. Ils ont une langue nationale, si je ne me trompe pas. Yeah, I don't know if it's like Malay or not. Oui, je ne sais pas si c'est du malais, The language Ou non. barrier there is an issue. mais vous savez, la barrière de la langue pose problème. Il faut s'assurer qu'ils disposent d'une interopérabilité entre les différents types d'équipements militaires et les équipements de communication. Et franchement, l'armée saoudienne ne vaut pas grand-chose. Les Égyptiens ont certaines limites. Manifestement, les Turcs sont en tête, suivis par le Pakistan. Mais l'Iran, si l'armée iranienne est impliquée, oui, ce serait important. Ils doivent donc déterminer quel est l'objectif. Et je pense franchement que ces pays ont tout intérêt à agir de manière unie sur le plan politique. Qu'ils commencent par condamner le génocide qu'Israël perpètre contre les Palestiniens, puis qu'ils appuient cette condamnation en coupant les livraisons de pétrole et de ressources naturelles, que tous ces pays suspendent tout commerce, plus de commerce avec Israël, plus d'importation ni d'exportation, forcer Israël à changer, pour le contraindre à changer. To force Israel to change, to compel their change. Il y a eu une réunion entre Erdogan et le chef de l'OLP, Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Le président turc Erdogan a dit en fait que c'est un fait. L'objectif du gouvernement de Netanyahou est de tirer profit du chaos et de nouveaux conflits dans la région, et de faire sortir la Palestine de l'agenda commun de l'humanité. Mais quoi qu'ils fassent, ils n'y parviendront pas. Plus ils essaieront de la détruire, plus la cause palestinienne continuera de grandir dans le cœur des gens. Et c'est ce qu'a dit Erdogan, Larry. Malgré toutes ces politiques dont nous parlons souvent, au bout du compte, on voit l'inquiétude. Ils comprennent le chaos qu'Israël veut créer dans la région pour en tirer profit. Allez-y. Go ahead. Well, no, I'm just saying, look. In theory, Eh bien non, je dis simplement ceci. En théorie, ce qui devrait unir ces pays, malgré les langues différentes, les origines ethniques différentes, arabes, turcs, perses, asiatiques, c'est que l'islam et la croyance en un seul Dieu devraient suffire à les rassembler pour dire « Nous allons agir de concert pour mettre fin au meurtre sioniste du peuple palestinien ». Or, certains des Palestiniens qui sont tués sont chrétiens. Mais là encore, ce serait conforme aux enseignements de l'islam, car l'islam n'enseigne pas à détruire les chrétiens. Il s'agirait de les protéger. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à le faire. Et c'est sur cela qu'Israël compte. Au fond, ces gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils rendent un hommage de façade à la religion. Ils ne la prennent pas au sérieux.
Et donc ils concluront un accord, ils se laisseront acheter, ils accepteront de l'argent, peu importe. And so therefore they'll cut a deal, they get paid off, they'll take money, whatever. Et concernant la Palestine, voici ce qu'a dit le commandant iranien. On lui a demandé si l'Iran lancerait une attaque nucléaire contre Israël ou le bombarderait s'il détruirait Israël. Voici ce qu'il a répondu. Affirme depuis longtemps que l'Iran représente une menace pour Israël. Israël dit que l'Iran veut fabriquer une bombe pour détruire Israël. L'Iran veut-il détruire Israël? L'Iran n'a qu'une seule chose à dire au sujet de la Palestine occupée. Et c'est aussi ce qu'a dit notre dirigeant martyr. Les dirigeants là-bas doivent être choisis à la majorité des voix par les personnes liées à cette terre. Cela ne se fera certainement pas avec une bombe nucléaire. Mais bien sûr, nous préférerions que le régime sioniste n'existe pas. Comme l'ancien régime sud-africain, il y a un régime d'apartheid et de suprématie blanche qui a été rejeté par le peuple. La même chose doit se produire en Palestine. Il a littéralement dit « Nous ne voulons pas bombarder Israël pour détruire Israël à coups de bombe. » Oui, oui. Je veux dire encore une fois, regardez simplement l'histoire de l'Iran. Le récit occidental veut que l'Iran ait constamment attaqué ses voisins et soit en guerre avec eux. C'est tout simplement un mensonge. Il n'y a pas de solution militaire, Larry, à la question de la Palestine et d'Israël. Mais aujourd'hui, le cabinet israélien a dit qu'il ne se retirerait pas du Liban. Il ne se retirera pas de Syrie, de Gaza, ni de Cisjordanie. C'est la situation à laquelle ils sont confrontés. Tous ces pays, les pays musulmans que vous avez mentionnés, et je dirais même les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont proposer concernant la Palestine? Une approche serait de commencer par la Palestine. Si vous réglez la Palestine, vous n'aurez pas le problème du Liban. Vous ne l'aurez peut-être pas non plus avec la Syrie, ou bien vous pourrez contraindre Israël à se retirer de ses territoires. Ou alors, vous pourriez commencer par la Syrie et le Liban, puis passer à Gaza. Quelle serait la meilleure approche pour ces gens? Nous savons que le cœur du problème, la question principale, c'est la Palestine. Quelle serait la meilleure attitude? Commencer par la Palestine, avec tous ces pays qui essaient de faire pression, de discuter ou de se concentrer sur la Palestine, ou peut-être commencer par la Syrie et le Liban. Non, commençons par la Palestine. Arrêtez le génocide, forcez Israël à revenir à ses frontières d'origine et laissez le peuple palestinien tranquille. Laissez les Palestiniens décider eux-mêmes qui va gouverner. Mais ils ont été la cible de manipulation. Et ce qui est aujourd'hui assez écœurant et honteux, c'est que les Palestiniens de Cisjordanie qui ont collaboré avec les Israéliens sont en train d'apprendre la leçon que les Juifs qui ont collaboré avec les nazis ont apprise à leurs dépens. Vous savez, le vieux dicton « qui couche avec les chiens se réveille avec des puces ». Et dans ce cas, ceux qui se sont alignés sur les Israéliens en espérant qu'ils les mettraient à l'abri, les protégeraient, leur éviteraient de souffrir comme souffrent les autres Palestiniens, ont découvert que ce n'est pas vrai. Ce qu'il a dit au sujet de l'État d'Israël et de la Palestine, c'est en gros que tous ceux qui vivent sur cette terre ont le droit de vote. Ils vont voter, ils vont décider de l'avenir de cette terre. Et selon eux, la solution, c'est un État unique. Hum. L'autre point, c'est la solution à deux États et la manière dont tout le monde en parle. Tous ces gouvernements, la Chine, la Russie, tous ces gouvernements évoquent les deux États. Les États-Unis, même sous l'administration Biden, en parlaient. Je ne connais pas la politique de l'administration Trump. Mais est-ce que c'est possible, Larry?
Parlons de la solution à deux États. Vous avez Gaza, vous avez la Cisjordanie, deux régions séparées. Comment les relier? Comment ça va-t-il fonctionner? Partons de cette hypothèse. Jérusalem va-t-elle être séparée de Jérusalem-Ouest, c'est... Je n'ai pas la réponse à cette question, parce que ce sont des sujets qui vont devoir négocier précisément. Mais vous savez, par le passé, Israël a parfois œuvré avec l'aide des États-Unis à créer des divisions au sein des Palestiniens, à séparer les Gazaouis des habitants de Cisjordanie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a été financé au début par Israël, afin de faciliter ce type de division. Il y a eu un reportage, Larry, sur le Yémen. Il affirme que Khan News a rapporté que le Yémen et la Syrie utilisent des satellites russes pour soutenir des attaques contre l'Arabie saoudite. Oui, je doute que ce soit vrai. C'est une agence israélienne, si je ne me trompe pas. Oui, ce n'est qu'Israël qui fait de la propagande. Oui, ça vient d'Israël. Parce que les systèmes satellitaires de la Russie sont braqués sur l'Ukraine. C'est là qu'ils en ont besoin en ce moment. Il y a tant de choses. Il existe un lien entre Israël et l'Ukraine, Larry. Oui. Écoutez, beaucoup de criminels organisés sont venus d'Ukraine. Il y en avait un, Semyon Mogilevich, il y a 25 ans. C'était un gangster ukrainien. On le considérait comme le chef des chefs. Et il est allé en Israël, il avait un passeport. Oui, non. Il y a eu beaucoup de vrais criminels, parce qu'ils invoquent, vous savez, leur judéité pour revendiquer l'asile en Israël. Vous pensez que le lien est dû à ces Ukrainiens qui sont venus en Israël? Oui, tout à fait. Ou est-ce quelque chose de plus profond que ça? Non. Ces criminels qui se livrent à de nombreuses activités de corruption et continuent de gérer des entreprises criminelles en Ukraine font transiter cet argent qui finit dans les poches de responsables sionistes. Voyez-vous quelqu'un en Israël qui serait soutenu comme Donald Trump a soutenu Benjamin Netanyahu en Israël? Imaginons que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir en Israël. Oui, non, je ne le pense pas. C'est pour ça que je crois que l'atout de Netanyahou, c'est d'avoir vécu aux États-Unis et de parler d'une certaine manière. Il n'a pas l'accent israélien traditionnel très prononcé. Mais vous savez, aux États-Unis, on en est arrivé à un stade où les gens en ont assez des Israéliens. Si c'était le cas, comment est-ce que ça va se passer, vous savez? Jared Kushner est très proche de Benjamin Netanyahu. Oui. Et Jared Kushner dirige pratiquement tout à Washington en ce moment. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui dirige tout, mais c'est le cas. Quand on voit l'influence qu'il a sur Israël et le Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est Witkoff ou Kushner qui a le plus d'influence. Oui, mais y a-t-il une différence? Parce qu'ils entretiennent tous les deux de bonnes relations avec Benjamin Netanyahu. Et Benjamin Netanyahu lui-même est très proche de Donald Trump. Oui, vraiment. Tout ce sur quoi on peut se baser, c'est ce qu'on voit, parce que je n'ai aucune information de l'intérieur là-dessus. Supposons que Naftali Bennett soit le prochain. Avec les politiques contre le Qatar, la première chose qu'il va faire, a-t-il dit, c'est s'y opposer. Il va mettre en place de nouvelles politiques à l'égard de la Turquie. C'est différent de Benjamin Netanyahu. Oui.
Eh bien, mettez ça dans la catégorie de ce que j'appelle les promesses de campagne de Mamdani. Il avait fait toutes sortes de promesses sur les mesures qu'il prendrait une fois devenu maire de New York, et il n'en a pas vraiment tenu beaucoup. Donc je pense qu'on pourrait voir la même chose ici. Oui, exactement. Yeah. Exact. Merci, merci Larry. All right, my friend. Très bien, mon See ami. you tomorrow. À demain, j'imagine. Même heure, même heure. Same time. Same time. Exactement. Okay. D'accord, on se voit à ce moment-là. See you then. See you. À bientôt. Au revoir. Au revoir.